Lecture de la promesse de l'aube, chapitre 16. Pourtant, les circonstances firent que ma mère et moi eûmes bientôt besoin de toutes les puissances magiques que nous eussions pu trouver autour de nous. D'abord, je tombai malade. La scarlatine me quittait à peine qu'une néphrite lui succédait, et les grands médecins accourus à mon chevet me déclarèrent perdu. Je fus déclaré perdu à plusieurs reprises dans ma vie. Et une fois, après m'avoir administré l'extrême-onction, on alla même jusqu'à placer une garde d'honneur devant mon corps, en grande tenue, poignard et gants blancs. À mes moments de conscience, je me sentais très inquiet. J'avais un sens aigu de mes responsabilités, et l'idée de laisser ma mère seule au monde, sans aucun soutien, m'était insupportable. Je savais tout ce qu'elle attendait de moi, et alors que j'étais couché là, vomissant du sang noir, l'idée de me dérober me torturait plus encore que mon rein infecté. J'allais déjà sur ma 10e année, et je sentais cruellement que je n'étais qu'un raté. Je n'étais pas Yasha Heifetz, je n'étais pas ambassadeur, je n'avais pas d'oreille, pas de voix, et par-dessus le marché, j'allais mourir bêtement, sans avoir eu le moindre succès féminin, et sans même être devenu français. Encore aujourd'hui, je frémis à l'idée que j'aurais pu mourir à cette époque sans avoir gagné le championnat de ping-pong de Nice en 1932. J'imagine que mon refus de me dérober à mes obligations envers ma mère joua un rôle considérable dans la lutte que j'entamais pour demeurer vivant. Chaque fois que je voyais pencher sur moi son visage douloureux, vieilli, creusé, j'essayais de sourire et de dire quelques mots cohérents pour montrer que je tenais bon et que ça n'allait pas si mal que ça. Je fis de mon mieux. J'appelais à la rescousse d'Artagnan et Arsène Lupin, je parlais français aux médecins, je balbutiais des fables de La Fontaine, et, une épée imaginaire à la main, je me fendais en avant et sus, je faisais comme le lieutenant Sverdlovski me l'avait appris. Le lieutenant Sverdlovski vint me voir lui-même, et il resta longuement à mon chevet, sa grosse patte posée sur ma main, remuant violemment ses moustaches, et je me sentais encouragé dans ma lutte par cette présence militaire à côté de moi. J'essayais de lever mon bras et de faire mouche, le pistolet au poing. Je fredonnais la Marseillaise et donnais très exactement la date de naissance du roi Soleil. Je gagnais des concours hippiques et j'eus même l'impudeur de me voir debout sur une scène, dans mon costume de velours, un immense jabot de soie blanche sous le menton, jouant du violon devant un public émerveillé, pendant que ma mère, pleurant de gratitude dans sa loge, recevait des fleurs. Le monocle à l'œil et le haut de forme sur la tête, aidé, il faut bien l'avouer, par Rouletabille, je sauvais la France des desseins diaboliques du Kaiser et me précipitais aussitôt à Londres pour récupérer les bijoux de la reine, revenant juste à temps pour chanter Boris Goudounov à l'opéra de Vilno. Tout le monde connaît l'histoire du caméléon de bonne volonté. On le mit sur un tapis vert et il devint vert. On le mit sur un tapis rouge et il devint rouge. On le mit sur un tapis blanc et il devint blanc. Jaune, il devient jaune. On le plaça alors sur un tapis écossais, et le pauvre caméléon éclata. Je n'éclatai pas, mais je fus bien malade tout de même. Cependant, je me battis courageusement, comme il sied à un Français, et je gagnai la bataille. J'ai gagné beaucoup de batailles dans ma vie, et j'ai mis beaucoup de temps à me faire à l'idée qu'on a beau gagner des batailles, on ne peut pas gagner la guerre. Pour que l'homme puisse y parvenir un jour, il nous faudrait une aide extérieure, et celle-ci n'est pas encore à l'horizon. Je peux donc dire que je me battis selon les meilleures traditions de mon pays, avec une abnégation totale, sans penser à moi, mais uniquement pour sauver la veuve et l'orphelin. Je faillis mourir tout de même, laissant à d'autres le souci de représenter la France à l'étranger. Mon souvenir le plus pénible fut le moment où, sous l'œil de 3 médecins, je fus enveloppé dans un drap glacé, petite expérience que j'eus à subir à nouveau à Damas en 1941, alors que j'agonisais, atteint d'hémorragies intestinales, à la suite d'un cas de typhoïde particulièrement hideux, et que la faculté réunie décida qu'on pouvait aussi bien essayer de me faire plaisir une autre fois. Ce traitement intéressant n'ayant donné aucun résultat, il fut décidé à l'unanimité de décapsuler mon rein. Quoi que cela veuille dire, mais ce ne fut là que ma mère eut une réaction digne de tout ce qu'elle attendait de moi. Elle refusa l'opération. Elle s'y opposa catégoriquement, furieusement, malgré l'avis du grand spécialiste allemand du rein qu'elle avait fait venir à grands frais de Berlin.
J'appris par la suite que dans son esprit, il y avait un lien direct entre les reins et l'activité sexuelle. Les médecins eurent beau lui expliquer qu'on pouvait fort bien avoir subi l'opération, avoir des occupations sexuelles normales, je suis sûr que le mot normal acheva de l'épouvanter et la confirma dans sa décision, une activité sexuelle normale n'était pas du tout ce qu'elle envisageait pour moi, pauvre maman. Je n'ai pas le sentiment d'avoir été bon fils. Mais je gardai mon rein, et le spécialiste allemand reprit le train, m'ayant condamné à une mort imminente. Je ne mourus point, malgré tous les spécialistes allemands auxquels j'eus affaire depuis. Mon rein guérit. Dès que la fièvre m'eut quitté, je fus placé sur un brancard et transporté dans un compartiment spécial à Bordighera, en Italie, où le soleil de la Méditerranée fut invité à me prodiguer ses soins. Mon premier contact avec la mer eut sur moi un effet bouleversant. Je dormais paisiblement sur ma couchette lorsque je sentis sur le visage une bouffée de fraîcheur parfumée. Le train venait de s'arrêter à Alassio, et ma mère avait baissé la fenêtre. Je me dressai sur les coudes, et ma mère suivit mon regard en souriant. Je jetai un coup d'œil dehors, et je sus brusquement, clairement, que j'étais arrivé. Je voyais la mer bleue, une plage de galets et des canots de pêcheurs, couchés sur le côté. Je regardais la mer. Quelque chose se passa en moi, je ne sais quoi, une paix illimitée, l'impression d'être rendu. La mer a toujours été pour moi depuis une humble mais suffisante métaphysique. Je ne sais pas parler de la mer. Tout ce que je sais, c'est qu'elle me débarrasse soudain de toutes mes obligations. Chaque fois que je la regarde, je deviens un noyé heureux. Pendant que je me rétablissais sous les citronniers et les mimosas de Bordighera, ma mère fit un rapide voyage à Nice. Son idée était de vendre la maison de couture à Villeneuve et de venir en ouvrir une autre à Nice. Son sens pratique lui suggérait malgré tout que je n'avais que peu de chances de devenir ambassadeur de France en demeurant dans une petite ville de Pologne orientale. Mais, lorsque 6 semaines plus tard, nous revînmes à Villeneuve, il devint apparent que le grand salon de haute couture parisienne Maison Nouvelle n'était plus quelque chose qui pouvait être vendu, ni même sauvé. Ma maladie nous avait ruinés. Pendant 2 ou 3 mois, les meilleurs spécialistes d'Europe avaient été convoqués auprès de moi et ma mère était criblée de dettes. Même avant ma défaillance, et bien que sa maison fût incontestablement pendant 2 ans la première de la ville, son prestige était plus reluisant que son chiffre d'affaires, et notre train de vie plus grand que nos moyens. L'entreprise ne subsistait que dans le cercle infernal des traites sur l'avenir, et le mot russe, Wechsel, traite, était un refrain que j'entendais continuellement. Il faut bien mentionner aussi l'extravagance extraordinaire de ma mère lorsqu'il s'agissait de moi, l'étonnante écurie de professeurs dont j'étais entouré, et surtout sa détermination de maintenir coûte que coûte une façade de prospérité, de ne pas laisser la rumeur se répandre que l'affaire périclitait, car, dans le snobisme capricieux qui pousse la clientèle à accorder ses faveurs à une maison de couture, le succès joue un rôle essentiel. Au moindre signe de difficulté matérielle, ces dames font la moue, s'adressent ailleurs, ou s'appliquent à vous arracher un prix de plus en plus bas, accélérant ainsi le mouvement jusqu'à la chute finale. Ma mère le savait bien, et elle lutta jusqu'au bout pour sauver les apparences. Elle savait admirablement donner aux clientes l'impression qu'elles étaient admises ou même tolérées, qu'on n'avait pas vraiment besoin d'elles, qu'on leur faisait une faveur en acceptant leurs commandes. Ces dames se disputaient son attention, ne discutaient jamais les prix, tremblaient à l'idée qu'une robe nouvelle pût ne pas être prête pour le bal, pour la première, pour le gala. Ceci alors que ma mère avait chaque mois le couteau de l'échéance sous la gorge, qu'il fallait emprunter de l'argent chez les usuriers, que des traites nouvelles étaient tirées pour faire face aux traites échues. Cependant, il fallait aussi s'occuper de la mode du jour, ne pas se laisser distancer par les concurrents, jouer la comédie devant les acheteurs, procéder aux interminables essayages, sans jamais donner l'impression à l'aimable clientèle qu'elle vous tenait à sa merci, et assister au achèterait, achèterait pas de ces dames avec un sourire amusé, sans leur laisser deviner que l'issue de cette valse hésitation était pour vous une question de vie ou de mort. Souvent, je voyais ma mère sortir du salon pendant un essayage particulièrement capricieux, venir dans ma chambre, s'asseoir en face de moi et me regarder silencieusement, en souriant, comme pour reprendre des forces à la source de son courage et de sa vie. Elle ne me disait rien, fumait une cigarette, puis se levait et repartait au combat. Il n'y a donc rien d'étonnant
à ce que ma maladie et les 2 mois d'absence pendant lesquels l'affaire fut laissée aux soins d'Agnella eussent donné à Maison Nouvelle le coup final dont elle ne se releva plus. Peu de temps après notre retour à Villeneuve, après des efforts désespérés pour renflouer l'entreprise, le combat fut définitivement perdu et nous fûmes déclarés en faillite à la satisfaction de nos concurrents. Nos meubles furent saisis, et je me souviens d'un Polonais gras et chauve, avec des moustaches de cafard, allant et venant dans les salons, une serviette sous le bras, en compagnie de 2 acolytes qui paraissaient sortir de Gogol, tâtant longuement les robes dans les placards, les fauteuils, caressant les machines à coudre, les étoffes et les mannequins d'osier. Ma mère avait cependant eu la précaution de mettre à l'abri des créanciers et commissaires son trésor précieux, une collection complète de vieille argenterie impériale qu'elle avait emportée avec elle de Russie, des pièces rares de collectionneurs dont la valeur était, d'après elle, considérable. Elle avait toujours refusé de toucher à ce magot, lequel était, en quelque sorte, ma dot. Il devait assurer pour plusieurs années notre avenir en France, lorsque nous allions enfin nous y établir, et me permettre de grandir, étudier, devenir quelqu'un. Pour la première fois depuis qu'elle m'avait, ma mère se montra désespérée, et se tourna vers moi avec une sorte de féminité vaincue et désarmée pour me demander aide et protection. J'avais déjà près de 10 ans, et j'étais donc prêt à assumer ce rôle. Je compris que mon premier devoir était de paraître imperturbable, calme, fort, sûr de moi, viril et détaché. Le moment était venu de me révéler aux yeux de tous dans mon rôle de cavalier, celui auquel le lieutenant m'avait si soigneusement préparé. Les huissiers avaient saisi mes jottes pures et ma cravache, et j'en fus réduit à leur faire face en culotte courte et les mains nues. Je me promenais sous leur nez d'un air arrogant, à travers l'appartement qui se vidait peu à peu de ses objets familiers. Je me plantais devant l'armoire ou la commode que les sbires soulevaient. Je mettais les mains dans les poches, le ventre en avant, et je sifflotais avec mépris, observant narquoisement leurs efforts maladroits, les narguant du regard. Un vrai gars, dur comme un roc, capable de veiller sur sa mère et de vous cracher dessus à la moindre provocation. Cette mimique n'était nullement destinée aux huissiers, mais à ma mère, pour qu'elle comprît qu'il n'y avait pas lieu de se frapper, qu'elle était protégée, que j'allais lui rendre tout au centuple, tapis, console Louis XVI, lustres et trumeaux en acajou. Ma mère paraissait réconfortée, assise dans le dernier fauteuil, me suivant d'un regard émerveillé. Lorsque le tapis fut enlevé, je me mis à siffler un tango, et j'effectuai sur le parquet, avec une partenaire imaginaire, quelques-uns de ces pas de danse savants que mademoiselle Gladys m'avait appris. Je glissais sur le parquet, serrant étroitement la taille de ma partenaire invisible en sifflotant Tango Milonga, tango de mes rêves merveilleux, et ma mère, une cigarette à la main, penchait la tête d'un côté puis de l'autre et battait la mesure, et lorsqu'elle dut quitter le fauteuil pour le céder au déménageur, elle le fit presque gaiement et sans me quitter des yeux, cependant que je continuais mes évolutions savantes sur le parquet poussiéreux, pour bien marquer que j'étais toujours là, et que son plus grand bien, avait, en somme, échappé à la saisie. Nous tâmes ensuite un long conciliabule pour décider ce que nous allions faire, de quel côté nous devions nous tourner. Nous parlâmes français, pour n'être pas compris des coquins, debout dans le salon vide, pendant que le lustre était descendu du plafond. Il n'était pas question pour nous de demeurer à Villeneuve, où les meilleures clientes de ma mère, celles qui la cajolaient et la suppliaient, jadis, pour être servies les premières, levaient à présent le nez et détournaient la tête lorsqu'elles la rencontraient dans la rue. Attitude d'autant plus commode et explicable de leur part que, souvent, elles nous devaient de l'argent. Cela leur permettait, en somme, de faire d'une pierre deux coups. Je ne me souviens plus des noms de ces nobles créatures, mais j'espère fermement qu'elles sont toujours en vie, qu'elles n'ont pas eu le temps de mettre leur viande à l'abri et que le régime communiste est venu leur apprendre un peu d'humanité. Je ne suis pas rancunier et je ne vais pas plus loin. Il m'arrive parfois d'entrer dans les grands salons de couture parisiens, de m'asseoir dans un coin et d'assister au défilé. Tous mes amis croient que je hante ces lieux aimables en rôdeur pour me livrer à mon péché mignon qui est de regarder les jolies filles. Ils se trompent. Je me rends dans ces lieux en pèlerinage pour y penser à la directrice de Maison Nouvelle. Nous n'avions pas assez d'argent pour aller nous installer à Nice, et ma mère refusait de vendre sa précieuse argenterie
sur laquelle tout mon avenir était fondé. Avec les quelques centaines de zlotys que nous avions pu sauver du désastre, nous décidâmes donc de nous rendre d'abord à Varsovie, ce qui était tout de même un pas dans la bonne direction. Ma mère y avait des parents et des amis, mais surtout elle avait un argument décisif en faveur de ce projet. Il y a un lycée français à Varsovie, m'annonça-t-elle, en reniflant avec satisfaction. Et il n'y avait plus à discuter. Il n'y avait plus qu'à faire nos valises, ce qui était une façon de parler, car les valises avaient été saisies, elles aussi, et l'argenterie, bien à l'abri, nous dûmes envelopper ce qui nous restait dans un baluchon, suivant la meilleure tradition. Agnella ne nous accompagna pas. Elle alla rejoindre son fiancé, un employé des chemins de fer, qui habitait dans un wagon sans roues, à côté de la gare. C'est là que nous la laissâmes, après une scène déchirante, où nous sanglotâmes éperdument, en nous jetant dans les bras l'un de l'autre, effectuant de fausses sorties pour revenir nous embrasser encore une fois. Je n'ai jamais autant hurlé depuis. J'ai essayé à plusieurs reprises d'avoir de ses nouvelles, mais un wagon sans roues, ce n'est pas là une adresse bien ferme, dans un monde bouleversé. J'aurais beaucoup aimé la rassurer, lui dire que j'ai réussi à ne pas attraper la tuberculose, ce qui était ce qu'elle redoutait pour moi par-dessus tout. C'était une jolie jeune femme au corps opulent, aux grands yeux bruns, aux longs cheveux noirs. Mais c'était déjà il y a 33 ans. Nous quittâmes Vilno sans regret. J'emportais dans mon baluchon mes fables de La Fontaine, un volume d'Arsène Lupin et ma Vie des Français illustres. Agnella avait pu sauver du désastre l'uniforme de Tcherkess que j'avais jadis porté au bal costumé et que j'en portais également. Il était déjà trop petit, et je n'ai jamais eu l'occasion de porter un uniforme de Tcherkess depuis.